mes excuses. Merci à tous d'être venus si nombreux pour entendre parler de l'API Collection. L'API Collection, c'est un peu bizarre. Pourquoi est-ce qu'on peut avoir envie de parler de l'API Collection? J'ai appelé cette conférence Collection de printemps. C'est un petit peu un jeu de mots parce que c'est le printemps depuis quelques jours. Et puis bon, il y a un jeu de mots sur les collections de printemps, c'est assez drôle. Alors il n'y aura pas de photos de mannequins. Hein. Si vous vous attendez à voir des photos de mannequins, faut aller ailleurs, pas ici. Je suis désolé. Là, la salle se vide, non? Ça va. Okay. C'est le printemps depuis quelques jours. Puis il se trouve que 2013, c'est aussi le centenaire du Sacre du Printemps. Pour ceux qui sont mélomanes, c'est une année un peu importante de ce côté-là. Alors pourquoi est-ce qu'on peut s'intéresser à l'API Collection et pourquoi est-ce qu'on peut avoir envie de parler de l'API Collection? D'abord, c'est un vieux framework. Il est sorti en Java en 98, il y a 15 ans. C'est un framework que tout le monde connaît, ou à peu près tout le monde, et c'est un framework que tout le monde utilise. Moi, je ne connais pas de projet qui n'utilise pas l'API Collection. Il y a des projets qui ne font pas de XML, d'autres qui ne font pas de base de données, des projets qui ne font pas de front-end, mais l'API Collection, elle est vraiment partout. Et en plus, c'est un framework qui est simple à utiliser. Alors pourquoi parler d'un truc simple à utiliser? Il y a peut-être quelque chose qui pourrait nous intéresser à ça, c'est précisément comment est-ce qu'on fait pour écrire des API qui sont simples à utiliser, qui sont même évidentes, dont on n'a pas besoin de lire la documentation, tellement les choses sont intuitives. Ça, ce serait peut-être un point intéressant et qui, en tout cas, mérite qu'on s'intéresse à l'API Collection. C'est un framework qui est présent dans tous les projets, ça je viens de vous le dire, et qu'on utilise sans même y réfléchir. Et ça, en fait, c'est un petit peu un problème parce que le côté routinier de l'utilisation des choses, c'est éventuellement générateur de bugs ou de non-performance. Les gens qui font de l'assurance auto, ils savent bien que les accidents de voiture, ça a lieu dans les 10 km autour du domicile des gens. Et quand on travaille de façon routinière ou de façon un peu trop habituelle comme ça, en fait, on tombe dans des comportements à risque. Et pourtant, c'est un framework qui a énormément évolué. En 98, donc, c'est Java 2. JDK 5, il a encaissé l'arrivée des génériques, des types paramétrés, il a été entièrement réécrit. Du JDK 5 au JDK 8, alors JDK 8, on l'a en preview. Il va encaisser l'arrivée des lambda, il va être encore entièrement réécrit. Depuis 98, la capacité en mémoire des machines a été grosso modo multipliée par 1000, mais continue à fonctionner quand même. On est passé du monocœur simple à du multicœur. Intel nous promet des processeurs de bureau à 48 cœurs dans les années qui viennent. Il va continuer à encaisser ça, partie grâce aux lambda. Et puis avec l'arrivée des lambda, il va introduire des nouveaux concepts. Alors j'ai mis nouveau entre guillemets parce que en fait c'est pas des concepts réellement nouveaux. C'est nouveau dans l'univers de Java, mais c'est certainement pas nouveau dans l'univers de l'informatique. Des concepts de programmation fonctionnelle et de structure immutable. La programmation fonctionnelle, on va surtout la voir dans la partie lambda, après, deuxième partie de cette présentation. Les structures immutables, ça je vais pas tellement en parler. Et notre bonne vieille API Collection des familles, elle a su s'adapter à tous ces changements, elle a su, et elle va continuer à savoir encaisser tous ces changements. Ça, c'est quelque chose quand même que je trouve personnellement assez remarquable, et ça va continuer, puisqu'en Java 8, elle va intégrer des choses absolument extraordinaires qu'on verra également à la fin de cette présentation. Donc comment est-ce que j'ai organisé cette présentation? D'abord, je vais vous parler de l'existant. Il y a des choses que vous connaissez certainement déjà, peut-être des choses que vous connaissez moins, enfin qu'on connaît moins en tout cas, dans les projets, on connaît moins ces choses-là. On va parler de trois choses, je vais parler surtout de trois choses: des implémentations, de performance, comment utiliser ces implémentations pour écrire du code performant, et puis de l'utilisation en multithread. Il y a quelques structures concurrentes dans l'API Collection qui sont vraiment intéressantes et qui, à mon avis, valent le coup d'être regardées. Et puis l'API Collection de demain, je vais parler surtout de trois concepts: du concept Map Filter Reduce, de l'arrivée des lambda dans l'API Collection, même si je suis certainement pas la meilleure personne pour en parler. Il y a d'autres gens dans la salle beaucoup plus compétents que moi pour le faire. De la façon dont les interfaces ont été, comment est-ce que j'ai entendu déjà, niquées en JDK 8. Voilà. Et de la façon dont cette API Collection va évoluer dans les temps qui viennent. Je suis José Poimard, je suis maître de conférence à l'Université Paris 13. J'enseigne les technologies Java depuis 14 ans, j'ai compté exactement. Je suis également développeur open source, je collabore sur certains projets.
Et puis je travaille en indépendant, en expertise, en formation. Je tiens un blog qui s'appelle Java le soir, qui a permis à une personne de gagner une place à Devoxx France. Je suis très fier. Vous pouvez aller lire ça sur blog.pomar.org. Le premier objet de ce blog, c'est de publier le cours que je donne à l'université. Donc il y a beaucoup de documents sur ce cours. Et puis j'ai un compte Twitter également, José Pomar. Je suis aussi membre de l'association Paris Jug, qui porte l'organisation de Devoxx France. Et donc à ce titre également un des organisateurs de la conférence. Qu'est-ce qui n'a quasiment pas changé lors de l'API collection? La chose qui a été finalement la plus stable depuis 98, mais qui va changer, c'est sa structure d'interface. Donc je vais la voir assez rapidement parce que je pense que c'est des choses que vous connaissez. Et puis on va regarder un petit peu, je vais regarder un peu les différentes implémentations. Et on va voir qu'en fait à l'intérieur de cette API, il y a très peu d'implémentations fondamentales différentes. Il y a en fait trois choses au niveau de l'organisation de cette interface. Il y a d'une part la structure purement collection, l'étape de hachage, et puis les itérateurs qui sont la partie la plus simple. L'API collection, j'ai une super interface collection qui est étendue par deux autres interfaces, list et set. List, elle amène la notion d'ordonnancement, la notion d'index, et puis set, elle est construite sur la notion d'unicité et pas d'ordre. Et puis j'ai l'interface sorted set qui rajoute la notion de tri à la notion de set. Ça, c'est le JDK2 et c'est toujours actuel, ça existe toujours. En JDK5, l'un des gros apports du JDK5, enfin il y en a deux, il y a d'une part l'introduction des génériques et puis d'autre part l'introduction d'une API très importante qui est Java Util concurrente et qui enrichit le framework collection avec un certain nombre d'interfaces qui permettent de faire de la concurrence, des files d'attente avec queue et double-ended queue et puis blocking queue qui est la version concurrente de la file d'attente. En JDK6, j'ai pas beaucoup de modifications, j'ai Navigable Set qui vient se rajouter. Navigable Set, en fait, a la même implémentation JDK6 et 7 aussi d'ailleurs, que Sorted Set. Donc si on est sur des projets JDK6 et plus, c'est pas spécialement intéressant, sauf pour des raisons legacy, d'utiliser Sorted Set. Autant utiliser directement Navigable Set, il y a juste des méthodes en plus. C'est juste un enrichissement en fait de l'API. Et puis en JDK7, j'ai cette interface Transfer Queue qui est ajoutée à la partie concurrente du framework collection. Pour la partie map, j'ai moins d'interface, j'ai juste map qui modélise une table de hachage. On va passer un petit peu de temps à expliquer ce que c'est que ces tables de hachage parce que s'y intéresser, ça permet de s'intéresser à d'autres choses en fait que seulement la structure hashtable. Map est étendue par sortie de map, qui conserve les clés triées. Et puis en JDK5, Java Util concurrent amène concurrent map. Donc concurrent map, j'ai des méthodes en plus qui sont construites un peu sur le casing. Et puis en JDK6, j'ai des extensions Navigable Map, qui est le pendant de Navigable Set, pareil avec la même implémentation que Sorted Map. Et puis la concurrente Navigable Map, qui est la version concurrente de la Navigable Map, comme son nom le laisse supposer. Et puis j'ai l'interface itérator à côté. Alors celle-là, elle bouge pas beaucoup. Itérator, list itérator. Et puis en JDK8, j'ai un primitive itérator qui arrive. Mais finalement, c'est pas quelque chose qui a beaucoup évolué. Ça, c'est un peu pour poser le décor. Là, je pense pas que je vous ai raconté beaucoup de nouveautés, ni de choses que vous ayez tellement apprises. Ça permet de faire un joli arbre de Noël sur un slide. Je trouve ça joli, il y a de la couleur. Ça ressemble au printemps. Voilà. Les implémentations. Alors, les implémentations, à mon avis, c'est beaucoup plus... Enfin, c'est assez intéressant de regarder ça. D'abord, ça permet de regarder un petit peu comment le code source du JDK il est fait. Et ça peut permettre de travailler soi-même ses caractéristiques, enfin sa proficiency en programmation. Et puis en préambule de ça, je voudrais parler de quelque chose qu'on parlait d'implémentation, complexité algorithmique, de performance. Je voudrais en préambule de ça parler de ce qu'on appelle la complexité d'un algorithme. Ça, c'est des choses qu'on lit partout, etc. Les gens disent un algorithme est en n, ou il est en grand taux de n. Alors il y a aussi un petit taux de n, mais qui veut rien dire, donc il faut vraiment dire grand taux de n. Sinon on peut éventuellement confondre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pour traiter n éléments avec un algorithme, j'ai besoin de alpha n opérations. Alpha, ça peut être un entier, mais pas forcément, parce que ça veut être une valeur statistique. Donc c'est pas forcément un entier en fait. OK ? Donc par exemple, si je veux compter les éléments d'un tableau, j'ai pas le choix. 1, 2, 3, 4, 5, ou d'une liste chaînée plutôt. J'ai besoin de n opérations. Donc là, je vais atteindre cette limite, n opérations. Mais si je veux trier les éléments d'un tableau, j'ai besoin de n log 2 de n opérations, si je fais un quicksort.
Et puis en fait, mon tableau, il se peut qu'il soit trié avant la fin de l'exécution de cet algorithme. Donc, en fait, cette complexité, faut le voir plus comme un max que comme un vrai comptage du nombre d'opérations que je vais avoir à effectuer. OK ? Au niveau des ordres de grandeur, c'est à mon avis intéressant de regarder ça. Le log 2 de n, alors il y a plusieurs logs, hein, mais ils sont tous proportionnels les uns aux autres, donc c'est pas fondamentalement différent de les regarder. Le log 2 de n, pour 1 million, il vaut 20. Ça veut dire qu'un algorithme en n log de n, je vais avoir 20 millions d'opérations à faire sur 1 million d'éléments. Et puis en n2, ça veut dire que je vais avoir 1 million au carré, ça fait 10 puissance 12, ça fait 1000 milliards d'opérations. Alors si je regarde un petit peu ça, en fait, je me rends compte que si j'ai 1 million d'éléments, un algorithme en n2, j'ai 1000 milliards d'opérations à faire. Un processeur, il peut pas faire beaucoup plus d'opérations que 1 milliard par seconde. Un processeur à 2 gigas, 3 gigas, c'est à peu près tout ce que je vais pouvoir faire à condition même de bien le traiter. Donc ça veut dire que si j'ai un algorithme en n2 et 1 million d'objets à traiter, ça va me prendre au minimum une vingtaine de minutes. Donc en fait, cette complexité algorithmique reliée au nombre d'objets que je dois traiter, ça me donne immédiatement la façon dont mon algorithme va pouvoir réagir. Si j'ai besoin de cliquer sur une IHM web et d'avoir le résultat immédiatement, il n'est pas question d'utiliser un algorithme en n2 sur 1 million d'éléments. Ça va être beaucoup, beaucoup trop important. Donc cette complexité algorithmique, c'est important de s'y intéresser parce que ça fait la différence entre un algorithme qui va être utilisable et puis un algorithme qui ne l'est pas, tout simplement. Si j'ai un traitement que j'ai un mois pour faire mon calcul, ok, je peux l'utiliser, mais si j'ai besoin de faire un peu de temps réel ou quoi, les algorithmes en N2, c'est pas des trucs que j'ai trop envie de rechercher. Je vous ai dit que cet algorithme en N, en fait, il y avait un facteur de proportionnalité. Ce facteur de proportionnalité, il est souvent négligé, souvent on n'en parle même pas. Et à mon avis, c'est une erreur parce que il a une importance assez grande. Si j'ai, pour résoudre un problème, deux algorithmes, un en N et puis un en N2 par exemple, et puis que j'ai 1000 éléments à traiter, et que dans mon algorithme en N, mon alpha il vaut 10 000, alors que dans mon algorithme en N2 il vaut 1, eh ben, j'ai plus intérêt à prendre mon algorithme en N2 que mon algorithme en N. Donc, s'intéresser à la valeur de alpha, qui est constante, par rapport au nombre d'éléments que je vais avoir à traiter, ça, c'est quelque chose qui est important parce que ça peut rendre une version d'un algorithme plus intéressante qu'une autre. Et puis, la dernière chose, la question que j'ai déjà soulevée tout à l'heure, c'est quand est-ce que cette valeur max, quand est-ce que la valeur max de ma complexité algorithmique est atteinte ? Et je vous parlais du quicksort tout à l'heure. En fait, le quicksort, il y a un problème, c'est que si je lui donne un tableau qui est déjà trié, ou presque trié, il atteint cette valeur maximale. Donc il va mettre n log de n opérations avant de se rendre compte qu'en fait, il n'a rien à faire. Donc ça, évidemment, c'est pas terrible. D'ailleurs, quand on fait un quicksort, il y a toujours un pré-traitement avant pour voir si le tableau n'est pas déjà trié. Donc ça, c'est quelque chose dont il faut avoir également idée. Savoir si cette valeur max, elle va être systématiquement atteinte, ou si elle est atteinte uniquement statistiquement, ou s'il y a des cas particuliers où finalement elle n'est pas du tout atteinte. Donc ça fait 3 paramètres qui viennent un peu modifier cette histoire d'algorithme en N ou en grand taux de N. Donc si je veux choisir un algorithme, j'ai un travail en 3 temps à faire. Essayer de déterminer la valeur du alpha, essayer d'estimer la quantité de données à traiter, ça en général j'y arrive assez bien, et puis examiner les pires cas d'utilisation pour voir si effectivement je vais atteindre ma valeur limite ou pas. On va essayer d'appliquer ça un petit peu sur les différentes implémentations qu'on va regarder dans l'API collection. Donc dans cette API, j'ai essentiellement 3 concepts. Et en fait, le 3 concepts, c'est même plutôt que 2 concepts. J'ai le concept de tableau, EureList, ok. J'ai le concept de liste chaînée, linked list, ça c'est vraiment différent d'un tableau. Et puis il y a une version dont je parlerai à la fin qui s'appelle la skip list, qui est quelque chose qui est postérieur au JDK, quoique non, c'est antérieur. Et puis la notion de table de hachage. Mais on va voir qu'en fait, cette notion de table de hachage, c'est un peu une escroquerie parce qu'une table de hachage, en fait, c'est un tableau ou une liste chaînée. Alors, l'EureList, si je m'amuse à regarder l'EureList, c'est vraiment quelque chose que tout le monde connaît. Tout le monde s'en fiche, on l'utilise, liste machin égale new EureList, on réfléchit même pas. Si je regarde un post pattern, qu'est-ce que je fais ? J'ajoute 1, j'ajoute 2, j'ajoute 3, je retire 2 et j'ajoute 4. Alors là, j'ai déjà une remarque à me faire, c'est que j'ajoute 2, je tiens. Si j'itère sur tout ça, il faut que j'itère 1, 3, 4. Le fait d'avoir retiré un 2, ça a dû faire un trou dans cette liste, dans ce tableau. Mais ce trou, finalement, j'ai sauté au-dessus.
Donc le trou, il a disparu. C'est un peu comme le gruyère. Dans le gruyère, il y a des trous. Puis une fois qu'on râpe le gruyère, on ne sait pas ce qu'ils deviennent, les trous, ils disparaissent. Ça, c'est assez bizarre. Il y a deux choses magiques avec cette Aurélie, c'est que d'une part, le tableau, il grandit tout seul. J'ai jamais besoin de le faire grandir. Et puis, les trous, ils disparaissent tout seuls. D'ailleurs, quand même un peu de traitement derrière. Ce traitement, il est transparent. Moi, je ne le vois pas. Je travaille un peu en aveugle par rapport à ça. Mais, quelque part, je dois le payer quand même. Alors, si je regarde la méthode add de l'Eurelist, j'ai d'abord un appel à ensure capacity. Et puis, j'ajoute l'élément de data, qui est le nom du tableau à l'intérieur de la classe. Je retourne vrai. OK. Alors, première remarque, déjà, l'élément, je le rajoute toujours à la fin. Donc, effectivement, les trous, je ne les vois jamais. Il doit y avoir un truc pour les éliminer. Si je regarde la méthode add de façon un peu plus complète, enfin la méthode ensure capacity, pardon, ça commence par un traitement sur un truc qui s'appelle mode count. Mode count, ça c'est quelque chose qui est utilisé pour voir s'il y a des opérations concurrentes. C'est une espèce de version de mon Eurelist. On va revoir dans les structures concurrentes que ce mode count, il est assez important. Je commence par regarder si ma capacité minimale n'est pas atteinte. Et puis si ma capacité minimale n'est pas atteinte, j'ai effectivement faire un erase copy off. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je prends le tableau existant, bêtement, je le recopie dans un tableau qui est 50% plus grand, c'est le x3 divisé par 2 plus 1, qui est 50% plus grand pour le mettre. Donc à chaque fois, si je fais des adds un peu en rafale comme ça, si j'ai une grande collection de adds en rafale ajoutée, à intervalle de temps régulier, je vais payer le coût de recopie du tableau. Alors même si ce coût, il n'est pas très important, il existe, il n'est pas nul, et finalement, si je sais que j'ai 2000 objets à mettre dans un tableau, autant initialiser ce tableau à la taille de 1000, comme ça je ne paierai pas le coût de la copie multiple de ces tableaux. Si je regarde le remove, ces histoires de trous, à le remove, donc j'en ai deux versions en fait. J'ai un remove sur un objet en particulier. J'ai retiré le code de traitement de l'objet nul. La première chose que je fais, c'est qu'il faut que j'itère sur tous les trucs, et puis à chaque fois, je vais évaluer la méthode equals entre l'objet que je veux retirer puis l'objet courant du tableau. Donc là, je vais avoir effectivement un algorithme en n, puisque j'ai n opérations à faire. Il va éventuellement s'arrêter avant la fin, puisque si c'est le deuxième élément, tant mieux. J'aurai pas à regarder tous les tableaux. Et le alpha dont je vous parlais tout à l'heure, c'est le coût de traitement du equals qu'il y a là-dedans. Si j'ai un equals qui est vraiment complexe, le alpha va être important, et donc ce remove il va être coûteux. Et puis le fast remove de index, une fois que j'ai déterminé où se trouvait l'objet que je veux retirer, je fais un fast remove de index. Qu'est-ce qu'il fait ce fast remove de index ? Il refait un système recopie systématiquement pour redécaler tout le tableau d'un cran vers la gauche pour boucher le trou dont je vous parlais tout à l'heure. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que je fais un remove, je me reprends la recopie d'un tableau complet sur ce truc-là. Ça ne se fait pas tout à fait à tous les coups parce que si c'est le dernier élément que j'ai retiré, là le truc est suffisamment malin pour ne pas avoir à le retirer. Si je fais un remove de int, là, j'ai pas besoin de faire le equals n fois. Je vais aller chercher directement l'élément que je veux retirer. Mais je vais par contre encore payer le coût de la recopie du tableau pour le rebouchage de mon trou. Donc ça, c'est un petit peu problématique. Ce côté magique de l'Eurelist, il a un coût en performance. Je vais évaluer la méthode equals sur tous les removes. Le add, si je fais pas attention, je vais passer mon temps à copier et à recopier ce tableau encore et encore. Alors ce coût, il est réparti sur toutes les opérations, mais malgré tout, il existe. Et puis, il y a une chose également qui est importante, c'est que à aucun moment, ni dans le code du add, ni dans le code du remove, je n'ai vu la taille du tableau diminuer. Ça veut dire qu'une Eurelist, ça garde toujours la mémoire de la plus grande quantité d'éléments que j'ai stockés dedans. Si jamais je veux en faire un buffer, par exemple, cette structure-là, elle n'est clairement pas adaptée pour le faire. Il vaut mieux utiliser une autre structure. Deuxième structure, la liste chaînée. Alors, la liste chaînée, l'Eurelist, elle est un petit peu comme ça, il n'y a pas grand-chose de plus à dire dessus, à mon avis. La liste chaînée, il y a une deuxième version de l'algorithme qui est utilisée pour faire des tables de hachage et qui est assez, à mon avis, assez intéressante. Pour rajouter des éléments sur une liste chaînée, je me dis, soit je les rajoute à la fin, soit je les rajoute au début. Ça va être une opération en 1. Pour retirer un élément donné, il faut que je parcours également tous les éléments de ma liste. Donc là, je ne vais pas avoir le choix, j'imagine que ça va être en n. Et le temps d'accès, si je veux récupérer un pointeur sur le 10e élément, la liste chaînée, il faut que je compte, je ne peux pas y accéder directement comme un tableau.
Donc ça va probablement être un temps d'accès en n. La liste chaînée, elle est construite sur une structure technique qui s'appelle la structure entry. Une entry, ça pointe vers un élément, puis en fait, la liste chaînée, elle est double. J'ai un pointeur next et puis un pointeur previous. Et puis j'ai un objet technique qui est le header. Le header, c'est en fait la tête de ma liste chaînée. C'est un truc qui est toujours là, et c'est le point d'entrée de mon anneau. En fait, j'ai un truc qui est doublement lié, donc c'est en forme d'anneau. Si je regarde le add, le add, je le fais au niveau du header. En fait, c'est une insertion. C'est un add before. Le add before, il est là. Ça, c'est quelque chose qui est très rapide à évaluer. C'est effectivement une complexité en 1. Je remarque que dans le add before, j'ai toujours ce mode count qui est géré également. Donc ce mode count, il était présent dans le relist, il est également présent dans la linked list. En fait, il permet de jeter les concurrentes modifications exceptions, ce mode count. Le remove object, là, le remove object, j'ai rien de bien malin à faire. Il faut vraiment que j'examine tous les objets les uns à la suite des autres. Et encore une fois, le coût du alpha, donc c'est une opération en n, puis le alpha que j'ai devant, c'est le coût du equals. Si je mets des equals super compliqués à calculer dans des listes chaînées, là, je vais payer un coût vraiment très important. Donc, il faut vraiment que je fasse attention à la complexité que j'ai dans mon equals. Et puis, le remove qui est là, je ne l'ai même pas mis, c'est juste quelque chose qui rétablit les pointeurs. Le mouvement est assez simple. Le getInt, alors ça, le getInt, c'est pas très cool dans la liste chaînée. Et on se dit qu'il faudra vraiment améliorer ce truc-là. J'ai besoin d'accéder au 10e élément d'une liste. Il faut que je parte du premier. Et puis, je vais sur le deuxième, le troisième, je compte. Tac, tac, tac. C'est un jeu sur les pointeurs, donc c'est pas très coûteux. Mais je pourrais quand même, si j'ai vraiment des listes chaînées avec beaucoup d'éléments, voire des millions d'éléments, pourquoi pas, là, je vais payer quand même 1 million de fois ce code-là, ce qui n'est pas forcément terrible. Absolument. 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 Tout à fait. Puis il faut tout mettre dans les caches en plus, un par un. On est bien d'accord. Je répète pour les gens qui sont sur Parlez, la remarque de la jeune personne qui se trouve dans le public. Vous avez une entrée étudiante, monsieur, probablement, non? Qui s'appelle Rémi Forax. Donc, qui vient de dire qu'effectivement, si les objets sont répartis dans la mémoire un peu n'importe où, le temps de trajet de ce truc-là est sous-optimal du fait qu'on est obligé d'aller poker dans la mémoire dans des endroits très éloignés les uns des autres. Ce qui n'est pas le cas dans un tableau, parce que dans un tableau, par définition, tous les objets sont rangés dans des endroits contigus de la mémoire. Alors, il y a quand même une petite optimisation sur ce truc-là, c'est que le temps est divisé par 2. L'algorithme regarde si cet index est la moitié ou plus de la moitié de la taille de l'Eurelist. Si c'est la moitié, il va partir à droite. Si c'est plus de la moitié, il va partir à gauche. Donc le max ici, c'est n sur 2 et c'est pas n. C'est bien, je gagne un facteur 2. Il y a des gens qui bossent longtemps pour gagner des facteurs 2. Donc la liste chaînée, c'est une structure qui est plus simple, non, on ne peut pas vraiment dire que ce soit plus simple que Relist, mais qui ne comporte pas de coûts cachés. Les coûts cachés de Relist, c'est ces espèces de mouvements de tableaux, de copies de tableaux perpétuels. Et la linked list, finalement, elle n'a pas de coûts cachés. Elle a un inconvénient, c'est que l'accès aléatoire à un élément numéroté, le 15e ou le millionième, lui est assez important. Alors on pourrait se poser la question, est-ce qu'on peut mieux faire ? Et la réponse est oui, on peut mieux faire. Il y a une structure un peu plus complexe que la liste chaînée qui s'appelle la skip list. On va voir à la fin de cette première partie, qui permet en fait de passer d'une complexité n à une complexité log de n. Donc je passe de 1 million à 20. Troisième structure de base qui se trouve dans l'API collection, la table de hachage. À la table de hachage, on va s'y attarder un petit peu parce que s'intéresser à la façon dont une table de hachage est faite, c'est déborder assez largement en fait de l'API collection à proprement parler. Les tables de hachage, la notion de détermination de code de hachage et de table de hachage, c'est quelque chose qui est un problème un peu général aujourd'hui dans beaucoup de domaines. La table de hachage, elle est construite sur un objet technique qui s'appelle map.entry, qui est ici. Dedans, j'ai 4 champs, j'ai la clé de ma table de hachage. Une table de hachage, ça stocke des paires clés-valeurs. Ça, je pense que c'est OK pour tout le monde. Donc cette clé, elle est finale. Une fois que je l'ai fixée, je ne peux pas la changer. OK. J'ai une valeur qui est associée à cette clé, qui, elle, peut varier, parce que je peux changer la valeur associée à une clé pendant la vie d'une table de hachage. Ça, il n'y a pas de problème. J'ai cet objet next,
qui paraît un peu suspect, parce qu'une table de hachage, a priori, c'est pas une liste chaînée. Ce truc-là, ça m'évoque plutôt la notion de liste chaînée. Et puis, j'ai un champ hash, qui est en fait le hashcode de la clé de cette table de hachage. Et la table de hachage, en fait, c'est un tableau. Je vous ai dit qu'il y avait un peu une escroquerie. C'est un tableau, une table de hachage. Ce tableau, il est paramétré par deux éléments. Il y a un default load factor qui vaut 0,75, qui a priori ne bouge pas. Ce tableau, c'est un tableau d'entry, donc c'est un tableau d'objets techniques que je viens de vous montrer. Et puis il a une taille, size, et cette taille, c'est nécessairement une puissance de 2. Alors on va voir pourquoi c'est nécessairement une puissance de 2, il y a une bonne raison à ça. Mais ça veut dire qu'une table de hachage, elle a, par défaut à la construction, si je la construis comme ça, sa taille c'est 16. Mais après, sa taille, elle multiplie par 2 à chaque fois. Donc si j'ai 1050 éléments à stocker dans une table de hachage, bah, ce sera dans une table de hachage à 2048 éléments. Nécessairement. Le constructeur de entry, si je le regarde, je me rends compte qu'en fait, ce entry, je peux lui passer une autre entry en paramètre, et cette autre entry va être mise dans le champ next. Donc en fait, quand je construis une entrée d'une table de hachage sur une autre entrée, j'ai une espèce d'insertion qui se fait, j'ai une liste chaînée qui se crée. Alors, on va voir pourquoi est-ce qu'on a ce truc-là. Ça, c'est le code de la méthode put de ma table de hachage. Donc je passe une clé-valeur, on a tous fait map.put, hein, pas de problème. Je passe une paire clé-valeur, il y a un traitement particulier pour la valeur nulle, d'accord. Et puis ici, j'ai un hashcode qui est déterminé sur un autre hashcode. Je commence par calculer le hashcode, le bon vieux hashcode, là, le 31 fois x plus 11, enfin le truc qu'on génère avec Eclipse, hein, qu'on tape plus jamais. Donc je commence par calculer ce hashcode sur la clé, et puis après j'appelle une autre méthode hash sur ce hashcode. Donc je calcule un hashcode sur un hashcode. On va voir pourquoi. Et je calcule un index sur ce deuxième hashcode que je viens de déterminer. Et cet index, c'est le code qui est ici, c'est la première ligne. Je me rends compte qu'en fait, c'est un index sur la table, sur le tableau qui est stocké dans ma table de hachage, et que c'est dans la case désignée par cet index que je vais enregistrer mon élément entry. Et là, j'ai un traitement, en fait, il faut voir comment les choses sont rangées. Donc, dans chacune de ces cases de tableau, je vais avoir un objet entry. Je suis en train de faire un put KV. J'ai deux cas. Soit la clé, elle existe déjà et je veux changer la valeur associée à cette clé qui existe. Soit la clé, elle n'existe pas. Et je veux donc rajouter un objet, enfin une paire clé-valeur dans ma table. Sauf que là, j'ai déterminé que cet objet KV, il devait aller dans une case d'un tableau. Ce tableau, a priori, il y a peut-être quelque chose dedans. Et donc j'ai deux cas. Soit c'est quelque chose qui a déjà la même clé, donc là c'est normal que je tombe dans la même case. Soit c'est une entry qui n'a pas la même clé. Et là, je ne suis plus dans un cas normal, je suis dans un cas où j'ai en fait deux clés différentes qui vont devoir cohabiter dans la même case de mon tableau. Donc je suis dans un cas qu'on appelle une collision. Et c'est un cas que je veux absolument éviter, évidemment. Pourquoi ? Parce que, étant donné que j'ai deux clés qui cohabitent dans la même case, bah en fait, je vais les stocker dans cette petite liste chaînée dont je viens de vous parler. Et cette liste chaînée, bah, elle a un coût à la fois à la construction puis à la lecture. Si j'utilise un tableau, c'est pas pour utiliser une liste chaînée. Donc, c'est essentiellement, ce code-là, c'est essentiellement ce qu'il fait. J'ai toujours cet objet mode count là, qui est encore présent également dans l'implémentation de HMAP, dont on va reparler. Et puis une fois que j'ai fait tout ça, je fais le add entry, et le add entry, je ne sais pas si je vous ai mis le code, oui je l'ai mis. Le add entry, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il vous met en fait cet objet, cette petite liste chaînée qu'il vient éventuellement de construire, il la met, il la range dans la bonne case du tableau. Et là vous vous rendez compte qu'en fait cet index i, qui s'appelait i dans la méthode précédente, maintenant il s'appelle bucket index. Et vous avez certainement entendu parler de la notion de bucket dans une table de hachage. Il y a même des gens dans les entretiens d'embauche qui disent vous êtes un expert Java? Oui, je suis un expert Java. Ok. Qu'est-ce que c'est qu'un bucket dans une table de hachage? Alors la réponse c'est une case dans un tableau. Si vous répondez ça, la personne va vous regarder avec un drôle d'air, mais après vous pouvez expliquer. Mais c'est le cas, un bucket c'est une case dans un tableau. C'est toujours amusant. Voilà. Donc c'est comme ça que j'ajoute des objets dans une table de hachage. Je crois que j'ai même fait un petit schéma. Voilà, moi j'aime bien le tableau vert. Hein. Paris 13, on n'a que des tableaux verts, on n'est pas assez riche pour avoir des tableaux blancs. Donc j'ai mon tableau avec mes paires clés-valeurs. J'ai une nouvelle paire clé-valeur qui arrive avec une clé qui est différente. Je décide que, mon double H, il a décidé que ça allait tomber dans cette case-là.
Donc il y a déjà quelqu'un. Qu'est-ce que je fais? Je prends le champ next, je le fais pointer vers la valeur courante, et puis la case de mon tableau, je la fais pointer vers cette nouvelle valeur qui arrive. Ça, c'est pas mal parce que comme j'insère toujours par la tête, ça veut dire que mon insertion, elle est en 1. Si c'était par la fin, elle serait potentiellement en n, et ce serait éventuellement beaucoup plus coûteux. Alors évidemment, ça, c'est un peu le cas pathologique, j'ai pas envie de tomber dans ce cas-là. Pourquoi est-ce que ce tableau, sa taille est une puissance de 2? Pour répondre à cette question, il faut que je m'intéresse à la question de hachage. Le hachage, c'est une notion qu'on a dans Java dans la classe Object, et depuis le début, je peux calculer le hashcode d'un objet. Le hashcode, qu'est-ce que c'est? C'est un entier qui est censé être représentatif de cet objet. Ça, c'est pas mal, parce qu'avec n'importe quel objet, je peux calculer un entier. Avec un entier qui est quelconque, je peux calculer un modulo, et donc modulo 16, je vais tomber sur une case de ma table. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc, je me rends compte que je vais pouvoir faire les choses plutôt bien. Mais ce que je veux faire, ce que je vous ai expliqué, c'est que je veux éviter que deux clés différentes, donc avec deux hashcodes différentes, tombent dans la même case de mon tableau. Donc j'ai besoin d'un algorithme de calcul de hachage qui est un peu particulier, qui est un peu différent de celui qu'on a dans la classe Object. Je veux un code de hachage qui évite les collisions, qui soit optimisé pour éviter les collisions. Si je regarde, je vous ai parlé de cette méthode hash tout à l'heure, je vous ai montré, je vous ai dit je fais un hash de hashcode. Cette méthode hash, voilà son code source. Alors c'est un truc un peu barbare, j'ai de la rotation de bits, j'ai des XOR, c'est pas du code qu'on écrit tous les jours ça. Hein. Enfin moi, c'est pas du code que j'écris souvent, en tout cas. Donc cette méthode de hachage, c'est celle-là. Et puis le index forum, dont j'aurais pu penser que c'était un modulo, en fait c'est pas un modulo, c'est un logique. C'est un logique entre ce hash, donc, qui est ce double hashcode, ce hash de hashcode, et puis length moins 1. Length, c'est la longueur du tableau de ma table de hachage. Et là, je me rends compte qu'effectivement, si ce champ length, c'est une puissance de 2, ça veut dire que quand je l'écris en binaire, j'ai que des 0, 1 à un endroit et que des 0. Si je fais moins 1, ça veut dire que ce 1, il va se transformer en 0, puis tous les 0 qui avaient à droite du 1, il faut que je mette dans l'autre sens, pardon. Tous les 0 qui avaient à droite du 1 deviennent des 1. Et donc, si je fais le logique entre length moins 1 et mon h que je viens de calculer, je vais obtenir un résultat, une espèce de pseudo-modulo. En tout cas, un truc qui sera effectivement compris entre 0 et size. Sauf que j'ai fait un logique. Donc, j'ai fait quelque chose qui est beaucoup moins coûteux que la détermination d'un modulo. Ça compte un petit peu. Maintenant, se calcule le code de hachage. Je peux commencer par regarder quelle va être sa valeur quelle va être la valeur de ce calcul sur des cas particuliers. Là, le cas particulier, c'est le cas où ma clé, c'est un entier. Là, j'ai mis de 1 à 10. Alors, le hashcode d'un entier, c'est lui-même. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Si j'applique cette deuxième fonction de hachage sur cet entier, je me rends compte que c'est l'identité. Je ne change pas la valeur. Et si je calcule cette espèce de pseudo-modulo avec 15, évidemment, ça va me donner également la même valeur. Donc ça, c'est pas mal. Si j'ai des valeurs entières, je me retrouve dans un cas où finalement, avec 10 valeurs à mettre dans ma table de hachage, j'ai 0 collision. Ça, j'aime bien parce que les collisions, c'est un petit peu plus coûteux à gérer. J'ai pas envie d'avoir des collisions. Maintenant, si je le regarde avec des chaînes de caractères. Les chaînes de caractères, c'est aussi de 1 à 10, sauf que je les ai écrits avec des caractères. Alors le hashcode de ces chaînes de caractères, ça donne ça, c'est un peu plus barbare là comme valeur, évidemment, c'est normal. Hein. Il y a des valeurs négatives. La première colonne, c'est le hashcode de la classe Object, le hashcode classique. Et la deuxième colonne, c'est le hash de ce hashcode avec cette fonction barbare, là, avec des rotations de bits, avec des décalages de bits, et avec des XOR. Quand je regarde ça, je me dis, vous, je sais pas, mais je me dis, je m'enquiquine à calculer un hash de hash, et les valeurs numériques, elles sont pas fondamentalement différentes. Est-ce que ça valait vraiment le coup de faire ce truc-là? Alors, en même temps, c'est pas très coûteux, donc ok, mais bon, quand même. Si je l'ai fait, c'est probablement quand même qu'il y a des raisons. Alors, si je regarde mon pseudo-modulo appliqué à la première colonne, je me rends compte qu'il y a un truc un peu... pardon, ça c'est la deuxième colonne. Oui, c'est la première colonne. Je me rends compte que... Non, excusez-moi, ça c'est le hash de la deuxième colonne. Je me rends compte qu'il y a un truc un peu magique qui se passe, c'est que la première collision que j'ai sur ces entiers, elle intervient en fait pour la 10e valeur. 13, 1, 9, 10, 2, 15, 8, 6, 11, 10. Là, j'ai une collision.
Le load factor d'une table de hachage x 16, ça fait, je sais plus, 11 ou 12, je crois. Donc ça veut dire que si j'ai des clés qui sont comme ça, je pourrais presque parler de trucs aléatoires, en fait, j'ai pas beaucoup de collisions. Entre le load factor et puis la taille, je vais peut-être avoir 1 ou 2 collisions, ce qui est plutôt pas mal. Si je calcule la même chose avec le hashcode de la classe object, je me rends compte que la première collision, elle intervient pour la 5e valeur. J'ai une autre collision qui intervient pour la 9e valeur, et j'en ai une 3e pour la 10e valeur. Donc en fait, ce deuxième code de hachage, dont j'ai l'impression que c'est une fonction un peu inutile, son objet, c'est tout simplement de diminuer la probabilité d'avoir des collisions au moment où je vais ranger mes paires clés-valeurs à l'intérieur de mon tableau. C'est ça son objet. Et c'est quelque chose qui marche plutôt pas mal. Alors une méthode comme ça, on en a une dans HTable, et puis on en a une autre dans Concurrent HMAP, qui est encore un petit peu meilleure, qui a été écrite d'ailleurs plus récemment, nécessairement. Et donc voilà. Ça c'est très important pour les. Je disais que ça dépasse complètement l'ordre d'étape de hachage. Les gens qui font du NoSQL, du Redis, du couche-base ou ce genre de choses, ils passent leur temps à calculer des hashcodes. Et ces hashcodes, ils associent des données évidemment à ces hashcodes, mais ces hashcodes en plus ils s'en servent aussi pour répartir leur volume de données colossaux entre différents clusters, entre différentes machines physiques ou virtuelles. Donc il y a un vrai enjeu sur ces calculs. En avant, c'est juste des nombres, ok, on s'en fiche un peu, une table de hachage finalement, ok. Mais en fait, il y a un véritable enjeu de performance derrière. Et les gens qui font du NoSQL, ce genre de choses, ils ont besoin même d'une deuxième propriété du hashcode, en plus de celle-là, qui intervient au moment où on doit faire un rehash. Quand ma table de hachage elle est pleine, on va le voir, je vais avoir besoin de l'étendre, donc je sais étendre la taille du tableau, ça, il n'y a pas de problème, mais je vais avoir besoin de redistribuer mes paires clés-valeurs dans ces différents buckets, dans les différentes cases de ces tableaux. Les gens qui manipulent des jeux de données de plusieurs téraoctets ou pétaoctets même quelquefois, sur des clusters de machines, quand ils se rendent compte que leur cluster il est saturé, ils ont besoin de rajouter 10%, 20% de capacité, et ils vont également appliquer un rehash de leurs données. Alors si je regarde, donc ce que je regarde, c'est, je prends une donnée individuelle, elle est hachée, enfin elle a été rangée dans un tableau de 16 cases, hashtable de base. Mon hashtable devient trop petite, donc je passe à une hashtable taille 32. Ce tableau qui était dans l'index 2, je vais le rehacher, donc il va se retrouver dans l'index 4. Ce que je regarde, c'est combien de données combien le rehachage de données va bouger ces données. Combien de données vont bouger à l'occasion de cette redistribution. Combien d'éléments restent-ils dans le même bucket? C'est ça la question. Si je regarde l'algorithme de la hashtable, costaud, c'est grosso modo 5%. C'est très faible en fait. C'est marginal. C'est-à-dire que quand j'étends une hashtable, grosso modo, il faut tout recalculer, redistribuer toutes les données. Ça, c'est absolument impossible pour des gens qui manipulent des téraoctets ou des pétaoctets de données. Ces gens-là, ils peuvent pas se permettre de dire je rehash, je rajoute 20%, je rajoute 3 clusters, c'est bon, interruption de service pendant 3 jours, le temps que tout se redistribue. Ça, c'est juste pas possible. C'est impossible. Donc, ils utilisent d'autres algorithmes, un autre algorithme que celui-là, encore différent, un peu plus sophistiqué, qui s'appelle le consistent hashing, et qui garantit statistiquement que si je rajoute 20% de place mémoire sur mon cluster, 20% de machines sur mon cluster, je ne vais avoir que 20% de données à redistribuer au sein de ce cluster. Et là, je peux difficilement faire mieux, je pense. Non? Ouais. Merci. Bon, donc ça c'est le rangement du truc, c'est le calcul des hashcodes, le calcul de la gestion de ma table de hachage, ok. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand je fais un get? Quand je fais un get, les choses se passent exactement de la façon dont je m'attends, je recalcule le code de hachage, je vais donc tomber, ok, get de key, donc j'ai la clé, je calcule mon code de hachage, je calcule mon hash, je tombe dans la bonne case du tableau. Et puis après, éventuellement, j'ai une liste chaînée. Là, il faut que j'explore cette liste chaînée. Si j'ai juste un élément, pas de problème, ça doit être le bon. Ça doit être le bon, sauf que je peux avoir 2 clés qui tombent dans le même truc, donc je suis quand même obligé de vérifier si c'est vraiment le bon. Et puis, si j'en ai plusieurs, il faut que je parcours cette liste chaînée. Donc le get, il est peu coûteux, tant que ma table de hachage a été bien faite, tant que le hashcode m'a permis de bien répartir mes données à l'intérieur de mon tableau. Et pour la hashtable, ce truc-là, c'est plutôt bien fait. Qu'est-ce qui est coûteux en fait dans une table de hachage? D'une part, il faut que je calcule des hashcodes. Je vais passer mon temps à calculer des hashcodes. Quand j'ai 2 hashcodes qui sont égaux, c'était le code qui était là, peut-être je vais le remettre. Quand 2 hashcodes sont égaux,
Ça ne veut pas dire que les valeurs sont égales, donc derrière, il faut aussi que je compare les valeurs. Donc j'ai un peu de calcul de equals, éventuellement. Et puis le reste, c'est de l'accès à des tableaux. Et puis il y a cette étape de ce qu'on appelle de rebucketing ou de rehash qui va être extrêmement coûteuse. Si j'ai 1000, 2000 éléments dans ma table de hachage, et puis que d'un seul coup, le rehash va, régénère une nouvelle table de hachage, là je peux vraiment potentiellement avoir un gros calcul qui va s'effectuer, étant donné qu'il faut que je recalcule tous les hashes de toutes les clés qui sont présentes. Ça, si je veux le minimiser, une bonne façon de faire, c'est d'avoir des hashcodes qui sont faciles à calculer, ou qui sont cachables. Si j'utilise des entiers, le hashcode d'un entier, c'est un entier, donc ça c'est cool, c'est gratuit. Si j'utilise une chaîne de caractères, le hashcode, il y a autant de multiplication qu'il y a de caractères dans la chaîne, donc ça c'est éventuellement coûteux. Mais comme une chaîne de caractères en Java, elle est immutable, une fois que je l'ai calculé une fois, il est caché, et j'ai pas besoin de le recalculer à nouveau. Mettre dans une table de hachage des clés qui sont des objets mutables, alors ça déjà c'est de la folie, ok. Des objets qui sont immutables, mais pour lesquels on n'a pas calculé, on n'a pas caché le hashcode, au moins en mode lazy, ça c'est vraiment une erreur parce que ça va générer des non-performances absolument colossales. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la table de hachage. Les opérations de put, get, remove, donc c'est des opérations qui sont rapides. Après, quand on regarde l'implémentation, on se rend compte que l'itération sur les map entry, c'est quelque chose qui va être immédiat. Pourquoi? Parce que je suis tout simplement en train d'itérer sur les valeurs qui sont dans un tableau. Donc ça va être vraiment très très simple. Deuxième partie de cette présentation des implémentations, les structures concurrentes de l'API collection. Ça, c'est de l'ajout de Java 5, de Java utile concurrent. Et on va retrouver des éléments qu'on a déjà vus sur les calculs de table de hachage et sur les listes chaînées. Parce qu'il n'y a pas de miracle, de toute façon, on retombe toujours plus ou moins sur les mêmes choses. Alors déjà, je voudrais rapidement tordre le cou à quelque chose, voilà. Premier réflexe, j'ai déjà des collections synchronisées dans le JDK. J'ai une classe utilitaire qui s'appelle collection avec un S, et puis j'ai deux méthodes dessus, super pratiques. Synchronize collection et synchronize list. Donc voilà un petit bout d'implémentation. Qu'est-ce que ça fait? Ça, en fait, c'est un wrapper synchronisé sur toutes les opérations du truc. Donc ça, si j'ai qu'un seul thread, ça va. Si j'en ai deux, ça commence déjà à aller un petit peu moins bien. Si j'en ai 100, ça devient catastrophique, approximativement catastrophique. Donc c'est quelque chose qu'il ne faut plus utiliser. C'était pratique il y a 5-6 ans, mais maintenant, il ne faut vraiment plus utiliser ce genre de choses. Qu'est-ce que je veux faire sur mes structures synchronisées? Donc là, j'entre dans l'univers du multithread. C'est un truc un peu compliqué, c'est pas forcément évident de toujours se représenter ce qui peut se passer en multithread. Ce que je veux, essentiellement, c'est toutes les lectures, je veux pouvoir les faire en parallèle. Et puis éventuellement, quand je fais une écriture, je m'autorise à bloquer les lectures. Pardon, je dis toutes les lectures, je veux les faire en parallèle. C'est plutôt les écritures qui sont bloquantes. Et puis dans le cadre de la table de hachage, si j'ai une table de hachage avec, je sais pas, 1 million d'entrées, donc c'est un grand tableau, si je suis en train d'opérer dans le bas de mon tableau des écritures, des puts dans le bas du tableau, j'ai pas envie de bloquer les écritures qui sont dans des zones complètement différentes de mon tableau. Donc même au niveau des écritures, en fait, sur ces structures concurrentes, je dois avoir moyen techniquement d'arriver à faire des écritures concurrentes. La concurrente map, on va surtout parler des tables de hachage, je vais surtout parler des tables de hachage. La concurrente map, qu'est-ce qu'elle apporte? Elle apporte en fait 4 méthodes supplémentaires à l'interface map, que je vous ai mises ici. Ces 4 méthodes, comment est-ce qu'elles fonctionnent? Elles fonctionnent sur le principe du casing. Ça, le principe du casing, c'est un truc qui est assez fondamental en programmation concurrente. Qu'est-ce que ça fait? En fait, le casing, qu'est-ce que c'est? C'est une instruction assembleur qui prend 3 paramètres, une adresse et puis 2 valeurs. La première valeur, c'est la valeur supposée à cette adresse. Donc qu'est-ce que je dis? Je pense qu'à cette adresse, j'ai telle valeur. Et la sémantique, c'est la suivante. Si j'ai effectivement cette valeur que je pense, alors je vais remplacer cette ancienne valeur par la nouvelle valeur qui se trouve ici. Et cette valeur, ça peut être un entier, ça peut être un flottant, ça peut être un double, ça peut être un pointeur. Ici, ça va être des pointeurs. Ça, c'est super parce que j'ai pas besoin de synchroniser. C'est atomique, donc ça ne peut pas être interrompu. Et en plus, c'est efficace parce que c'est juste une opération assembleur. Le casing, ça veut dire compare and swap. En fait, c'est un acronyme qui signifie ça. On a 2 implémentations de cette concurrente map dans Java utile concurrente.
La première, c'est la concurrente HMAP, et la deuxième, c'est la concurrente skip list map. Et ça, c'est drôle parce que dans concurrente skip list map, il y a liste, et on se dit, tiens, c'est peut-être pas un tableau, c'est peut-être une liste. Et effectivement, c'est une liste. Alors la concurrente HMAP, c'est une structure un peu particulière. En fait, quand on construit une concurrente HMAP, la première chose qui se construit, c'est un tableau d'objets techniques qui, dans le code, s'appelle des segments. Et un segment, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est une table de hachage. Et une table de hachage, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est un tableau de paires clés-valeurs. Donc, une concurrente HMAP, c'est un tableau de tables de hachage. Donc, c'est un tableau de paires clés-valeurs. Une fois que j'ai construit une table de hachage, une concurrente HMAP sur 16 segments, je ne peux plus modifier ce nombre. Donc, je n'ai pas de rehashing entre segments. L'objet technique MapEntry devient HEntry, mais vous voyez qu'il ne change pas beaucoup dans sa structure. J'ai toujours la clé et le hashcode de cette clé. La valeur qui est déclarée comme étant volatile, parce que je suis en concurrent, donc il faut que je rende cette variable visible. Le fait de le marquer volatile, ça la rend visible. Et puis j'ai ce champ next qui va me permettre de continuer à chaîner les éléments exactement comme sur une table de hachage normale. Le put, comment il fonctionne? Eh ben d'abord, l'objet, la valeur du put, si elle est nulle, je jette une nulle pointeur exception. Donc, dans une concurrente HMAP, je ne peux pas avoir de valeur nulle. Et ça, c'est marrant, parce qu'on va voir dans le code, j'ai des comparaisons pour voir si la valeur, elle est nulle. J'ai toujours ce calcul de hash avec ce double hachage, hash de hashcode. Donc ça, je vais expliquer comment ça marchait sur HMAP, pardon. Ça marche de la même façon sur concurrente HMAP, sauf que le code de cette méthode hash, c'est pas exactement le même. Je crois que je vous l'ai mis dans la suite. Et puis ensuite, je commence par faire un segment de for. Donc qu'est-ce que je fais quand je fais ça? Je détermine, donc j'ai ma paire clé-valeur qui arrive. Je commence par regarder à partir de la clé dans quel segment est-ce que cette paire clé-valeur va être écrite. Et ensuite, au niveau de ce segment qui lui-même est une table de hachage, je vais enregistrer ma paire clé-valeur. Donc voilà le code de la méthode hash. Vous voyez qu'il est différent de l'autre, mais il n'est pas beaucoup moins barbare que l'autre. Il est à peu près autant barbare, je pense. Et puis dans le segment de put, là j'ai un code qui ressemble vraiment au code que j'avais sur ma HMAP de tout à l'heure. Je récupère sauf que là j'ai ce lock en première ligne, donc là le put il est synchronisé, mais la synchronisation a lieu à l'intérieur de l'objet segment. Donc ça veut dire que le put de ma concurrente HMAP, je commence par déterminer dans quel segment je vais enregistrer ma paire clé-valeur, et puis à l'intérieur de ce segment qui est lui-même une table de hachage, je vais faire mon put de façon synchronisée avec un lock. Donc ça veut dire que je peux faire plusieurs puts en parallèle dès l'instant qu'ils se font dans des segments qui sont différents. Et d'ailleurs, ce nombre de segments, c'est ce qu'on appelle, c'est un des paramètres de construction de concurrente HMAP, c'est ce qu'on appelle le taux de parallélisation ou le taux de concurrence de la concurrente HMAP. C'est-à-dire que si j'ai une concurrente HMAP construite sur 16 segments, je vais pouvoir avoir 16, au maximum, 16 threads qui vont pouvoir ajouter des données en parallèle et sans se marcher sur les pieds dans ma table de hachage. C'est un maximum, évidemment. Donc, à l'intérieur de ce segment, je commence par faire un C égale count. On va voir que c'est un peu important, là, ce truc-là. Pourquoi? Parce que, on va voir tout de suite pourquoi. Je récupère mon tableau de HEntry qui est ma table. Je détermine l'index dans lequel ma paire clé-valeur va tomber. Et puis après, j'ai un traitement qui est à peu près équivalent à celui de ma table de hachage. C'est-à-dire, je regarde si j'ai déjà quelqu'un. Que j'ai quelqu'un ou pas, je regarde si la clé est la même. Si la clé est la même, je regarde si c'est vraiment le même objet, si les clés sont égales ou pas. Je commence par comparer les hashcodes, puis à faire le equals, et puis si c'est le cas, soit je mets la valeur à jour. Alors là, il y a un petit traitement en plus, parce que dans la concurrente HMAP, je peux dire j'ai un put if absent, ou ce genre de choses. Donc si j'ai déjà une valeur, j'ai le droit de la changer. Si j'en ai pas, j'ai éventuellement pas le droit de l'ajouter. Donc là, la sémantique est un petit peu différente. J'ai encore cet objet mode count, qui est toujours là. On va voir qu'il a une importance, et là, il va arriver un petit peu au premier plan. Et puis après, je fais ce tab index HEntry comme ça. Je range mon entrée dans mon tableau, et puis je mets à jour la valeur count de mon segment. Et là, dans le code, j'ai un commentaire qui est write volatile, c'est-à-dire que ce count,
c'est une écriture volatile, donc qui va éventuellement générer, qui va générer une barrière de mémoire, donc une visibilité, une publication des valeurs qui étaient dans le cache. Si je suis dans un cœur, une publication des valeurs vers les autres cœurs du processeur. Et puis je sors par un unlock que j'ai mis dans un finally, parce qu'un unlock, ça se met toujours dans un finally. Là, cette écriture volatile, on va la revoir, parce qu'elle a son importance. Le code de getKey, pareil, je commence par déterminer dans quel segment est-ce qu'il faut que j'aille lire la valeur associée à cette clé. Et puis je tombe un peu dans le même code que sur mon truc, sauf que là, au milieu du code, je vais lire la valeur de mon entrée, et j'ai un test pour regarder si cette valeur est nulle. Et ça, c'est bizarre parce que tout à l'heure, j'ai dit, si j'ai une valeur qui est nulle qui veut s'écrire dans cette table, je jette une null pointer exception. Donc en principe, je n'ai pas le droit de mettre de valeur nulle. Et pourtant, là, je regarde si la valeur est nulle. Pourquoi cette valeur est nulle? Parce que je suis en programmation concurrente et que là, je suis pas dans un bloc synchronisé. L'écriture a eu lieu dans un bloc synchronisé. Donc éventuellement, ce que je suis en train de regarder, c'est des données qui n'ont pas encore été publiées. Et donc, comme ça n'a pas éventuellement été publié, je peux me retrouver dans une situation où, effectivement, la valeur est nulle, tout simplement pour des raisons de manque de visibilité. Et si jamais cette valeur est nulle, je tombe dans la méthode readValueUnderLock. Et readValueUnderLock, qu'est-ce que ça fait? Si le count est différent de 0, ça veut dire que quelqu'un a mis des données dans cette table. Donc si j'ai cette valeur qui est nulle, ça veut dire que j'ai un problème de synchronisation, un problème de concurrence, de visibilité. Pardon, voilà. Et mon readValueUnderLock, il va me faire ce truc-là. Il va aller exécuter la lecture de cette valeur dans un bloc synchronisé, de façon à garantir que l'écriture qui se faisait en parallèle, premièrement, soit sortie de ce bloc synchronisé, que la visibilité soit bien associée, soit bien garantie, et que donc la lecture que je fasse soit bien synchronisée par rapport à l'autre. Alors si on cherche, il suffit de taper readValueUnderLock dans Google, on se rend compte que Dougly a écrit des commentaires là-dessus, et lui-même trouve que c'est ce qu'il a écrit, donc voilà, je vous livre à peu près brut ce qu'il a écrit, et lui-même trouve que ce pattern n'est pas forcément évident. Évident à écrire, et il écrit même qu'il n'est pas certain que sur une JVM, ce code ait jamais été exécuté, parce qu'il n'est pas certain qu'on ne soit jamais retrouvé dans ce cas de figure, dans cette situation. Il dit si on regarde effectivement la spécification de la JLS à la lettre, on peut se retrouver dans ce cas de figure, mais si on regarde la façon dont les choses sont implémentées dans les JVM et sur les processeurs, il est probable qu'on ne se retrouve jamais dans ce cas de figure. Il utilise même le mot pédantique pour qualifier cette méthode-là. Mais bon, ça montre que on peut quand même potentiellement se retrouver dans ces trucs-là, parce que si c'est le pied de la lettre de la JLS, c'est que ça doit pouvoir arriver. Une lecture synchronisée, c'est pas la même chose qu'une lecture volatile. En termes de spécification, c'est pas exactement équivalent. Donc vous voyez déjà que là, il y a des trucs un peu bizarres, il y a du code un peu curieux quand même qui se passe. J'ai des valeurs qui ne sont pas censées être nulles, mais je fais quand même des tests de nullité pour voir si ça marche bien. La méthode size de la concurrente HMAP, alors elle est carrément exotique. Qu'est-ce qu'elle fait essentiellement? Elle va balayer les différents segments. Chaque segment, c'est une table de hachage, puis elle va interroger chaque segment, combien est-ce que tu as d'éléments, puis elle va faire la somme de tout ça, puis retourner la taille. Sauf que le code, il est un petit peu plus compliqué que ça. Il commence par une boucle for k égale 0, et déjà cette variable, elle vaut 2. Retries before lock. On se dit, c'est un truc un peu curieux là quand même. Qu'est-ce qu'elle fait? J'ai mis du vert ou pas? Non, j'ai pas mis de vert, excusez-moi. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va aller regarder chaque segment, elle va récupérer la taille de chacun de ces segments, et puis elle va également récupérer le champ mode count, dont je vous parle depuis le début, puis dont je vous dis qu'il sert juste à faire de la concurrence. Donc elle regarde la taille de chaque segment, elle regarde le nombre de mode count, elle va accumuler tout ça, et puis une fois qu'elle a fait la somme, elle repasse sur chacun des segments, elle va vérifier la valeur de tous les mode count pour voir si, entre le moment où elle a commencé sa boucle sur tous les segments et le moment où elle a terminé, il n'y a pas un autre thread qui est venu rajouter des objets dans le premier segment alors que j'étais en train de regarder le 15e. Si c'est le cas, je recommence au début, je fais un break et je recommence ma boucle. Donc en fait, ce mécanisme-là, qu'est-ce qu'il fait? Il compte tout, comme si j'étais tout seul, aucune synchronisation, rien du tout. Et puis à la fin du truc, il regarde, est-ce que quelqu'un a modifié la table pendant que j'étais en train de compter? Et si la réponse est oui, je recommence. Et j'ai droit à 2 essais. Si au bout de 2 essais,
j'ai toujours pas réussi à déterminer le nombre d'éléments qu'il y avait dans la table parce que quelqu'un était en ajouté dans mon dos. À ce moment-là, je siffle la fin de la récré, tut. Je prends chaque segment, je pose un lock dessus, plus personne n'a le droit de toucher à rien. Je compte le nombre d'éléments qu'il y a dans le lock, et une fois que j'ai terminé, je libère tous les locks, et donc les écritures peuvent reprendre. Ça, c'est un petit peu embêtant. Invoquer la méthode size sur une concurrente HMAP, quand j'ai une concurrence d'accès pas forcément forte, il suffit d'avoir un thread ou deux qui viennent rajouter des éléments pendant que je compte ces éléments, eh ben, c'est pas une bonne idée. D'abord, si j'ai une forte concurrence d'accès, je vais tout bloquer. C'est précisément ce que je veux éviter de faire. Donc c'est pas une bonne idée. Non seulement je vais tout bloquer, mais le résultat que je vais récupérer sera pas bon. Il sera erroné. Parce qu'entre le moment où je vais lire ce résultat, où j'aurai libéré les locks, et le moment où je vais effectivement l'exploiter, bah, la taille de ma concurrente HMAP, elle aura encore évolué. Donc la méthode size, évitez de l'utiliser. La méthode isEmpty, elle marche de la même façon que la méthode size. Concurrente HMAP, size, il ne faut pas l'appeler. isEmpty, il ne faut pas l'appeler. En plus, ça n'a pas forcément grand sens de l'appeler. Donc en conclusion, la concurrente HMAP, elle marche avec deux paramètres. Un paramètre qui est son taux de concurrence. Ok, j'ai droit à 16 threads d'écriture, c'est le nombre de mon segment. Celui-là, il ne bouge pas, il est fixé. Et puis le nombre d'éléments que je vais stocker par segment. Si je veux stocker 1000 éléments, je vais diviser 1000 par 16, et ça va me donner la taille de chaque segment, avec un taux d'occupation de chaque segment qui est 0,75, le même que sur la hashtag normale. Si jamais j'ai un rehash qui doit se faire, il va se faire segment par segment, mais en aucun cas le nombre de segments variera au cours de la vie de ma concurrente HMAP. Ça veut dire que... Ah oui, pardon. Donc les put, les get et les remove, c'est les opérations qui sont assez rapides, parce qu'avec un coup de hache, je vais rapidement voir dans quel élément je vais me retrouver. Les méthodes size et les méthodes isEmpty, bah, faut pas les utiliser, à mon avis. C'est une erreur. L'itération, c'est quelque chose qui balaye le tableau de tableau, sans synchronisation. Donc ça me permet de voir les éléments qui à un instant donné, mais j'ai jamais la garantie, évidemment, de traverser tous les éléments sur toute la durée de vie de la concurrente HMAP. Le problème, c'est que cette table de hachage, si j'ai peu d'éléments à stocker, genre 50, mais que j'ai une forte concurrence d'accès, bah c'est quelque chose qui est plus du tout adapté. Parce que même si je crée une table de hachage avec 1024 segments dedans, donc qui potentiellement va accepter 1024 threads différents, si j'ai que 50 valeurs, j'ai que 50 segments qui vont être effectivement utilisés, au maximum, et même probablement ce sera ça, et donc ma concurrence d'accès ne sera pas bien gérée. Donc ce n'est pas une structure qui est adaptée à tous les cas. J'ai une autre implémentation de la concurrente HMAP qui s'appelle la concurrente Skip List Map, qui a le goût d'une table de hachage, la couleur d'une table de hachage, qui fonctionne comme une table de hachage, mais qui est en fait une liste chaînée. Bon, après tout, on a bien fait des tables de hachage dans des tableaux, pourquoi est-ce qu'on n'y arrivera pas dans des listes chaînées ? Et effectivement, ça peut marcher, sauf que le problème que je vous disais tout à l'heure, le problème de la liste chaînée, c'est que pour accéder aux 500 millième élément, bah, j'ai besoin de compter jusqu'à 500 000, ce qui éventuellement est long. Surtout si tout ça c'est distribué dans la mémoire un peu n'importe où. Alors pourquoi est-ce que j'utilise une liste chaînée ? Pas pour des raisons de performance essentiellement, parce qu'en fait, j'ai un algorithme qui me permet de gérer des listes chaînées avec des temps d'accès au nème élément, qui sont non pas en n, comme la linked list de 98, mais en log de n. Donc cet algorithme s'appelle la skip list. Alors qu'est-ce que c'est qu'une skip list ? En fait, c'est une liste chaînée qui ressemble à un arbre. Alors, c'est un peu bizarre. Une liste chaînée, c'est quelque chose comme ça. J'ai des éléments de 1 à 10 qui sont chaînés dans un seul sens. Là, c'est chaîné dans un seul sens, avec un élément head qui me permet de faire le tour. Et puis, donc ça, ces éléments dans la skip list, on va appeler ça des nœuds, parce qu'ils portent les valeurs. Et puis, au-dessus de cette structure, je vais en créer une deuxième, que j'ai mis en jaune. Alors, c'est plus des nœuds, cette deuxième structure, c'est des index. Et cette structure, en fait, est créée en sélectionnant, avec un mécanisme aléatoire, pour un certain nombre de raisons, les nœuds, un sous-ensemble de ces nœuds. Donc j'ai pris le 1, alors il y en a un que je prends toujours, le 1 je vais systématiquement le prendre, j'ai pas pris le 2, j'ai pris le 3, j'ai pris le 4, j'ai pas pris le 5, ni le 6, etc. Donc là j'ai moins d'éléments, et a priori j'en ai moitié moins. Et puis je vais encore en mettre une autre au-dessus,
avec encore moitié moins, et puis encore une autre jusqu'à ce que j'ai plus qu'un seul élément. Et ça me fait un arbre. Chaque index connaît l'index qui se trouve à sa droite, et puis connaît l'index qui se trouve en dessous également. Et puis le nœud, il connaît son voisin de droite, et puis il connaît la valeur à laquelle il est associé. Alors si je veux accéder au nœud 6, par exemple, je rentre évidemment par la couche bleue, je regarde le 1, il n'y a pas de voisin à droite, donc je descends. À droite, j'ai le 4, qui est plus petit que 6, donc je vais sur le 4. À droite du 4, j'ai le 7, qui est plus grand que 6, donc je descends. J'arrive sur le 4 jaune. À droite du 4 jaune, j'ai encore le 7 jaune, il est trop grand, donc je descends encore. Et puis là, je vais sur le 5 et j'arrive sur le 6. Donc vous voyez que j'utilise en fait cette structure un petit peu comme un arbre. Ce n'est pas un arbre binaire, parce que s'il n'y a pas de notion de droite-gauche, je ne peux que progresser. Mais c'est quelque chose qui me permet d'arriver vers le 6 beaucoup plus rapidement, en log de n. Effectivement, log de n, c'est plus rapide que n. Donc c'est cette structure de données qui est implémentée dans la skip list. Alors après, j'ai un mécanisme quand je veux rajouter des éléments pour rajouter également des index et des choses comme ça. Là, les choses c'est pas spécialement simple à implémenter, mais c'est extrêmement efficace à utiliser. Comment est-ce que la gestion de la concurrence est faite? Il n'y a pas de locking, il n'y a pas de synchronisation. C'est entièrement géré avec du casing. Et là, ça donne des trucs assez étonnants. Donc j'ai dit que ce qui était en blanc dans le bas, c'était des nœuds. Les nœuds portent les valeurs. Et puis au-dessus des nœuds, ce que j'avais mis en couleur, c'est des index. Alors un index, ça ressemble à un nœud. La seule différence, c'est que ça ne porte pas de valeur. J'ai un pointeur pour aller vers l'objet next. Sur le nœud, j'ai la valeur de ma clé. Et puis j'ai la valeur également. Là, je n'ai pas de code de hachage parce que le code de hachage, je ne vais pas l'utiliser. La seule contrainte que j'ai, c'est qu'il faut que je puisse comparer les clés les unes avec les autres. Il faut que je sache que ma clé numéro 6, elle est avant dans un certain ordre, ou sans un certain ordre, elle est avant ma clé numéro 7. Mais bon, les clés, la plupart du temps, c'est des chaînes de caractères ou des entiers. Donc ça va, je sais les comparer les unes avec les autres. Comment marche le put? Première chose, quand j'ai une valeur nulle qui arrive, pareil, je vais jeter une nulle pointeur exception. Et là, c'est marrant parce que dans tout le code, je vais passer mon temps à regarder si la valeur que je regarde, elle est nulle. Évidemment. Et puis après, j'ai un appel à doPut. Et comment ça va marcher? Comme c'est du casing, et qu'éventuellement j'ai une forte concurrence d'accès, il faut bien que je comprenne que quand je suis en train de regarder un élément, que ce soit un index ou un nœud, j'ai éventuellement un autre thread qui est en train de retirer ce nœud de ma liste, ou qui est en train de m'ajouter un champ next. Et il faut comprendre comment les éléments de cette liste sont retirés, parce que c'est un peu le nœud du problème, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots. Je suis désolé, mes excuses. Je vais regarder un nœud. La première chose que je fais, c'est que je mets à nul la valeur que je suis en train de regarder. Donc ça veut dire que si un autre thread est en train de regarder ce nœud-là, il va avoir une valeur à nul, et je vais automatiquement savoir qu'un autre thread est en train d'effacer cette valeur. Et puis le retrait du nœud, c'est facile, il suffit que je prenne le pointeur qui est à ma gauche et que je le branche à ma droite. Ça se fait également avec un coup de casing. La première méthode que je regarde, c'est la méthode findPredecessor qui va me permettre de localiser en fait le nœud ou l'index qui porte la valeur qui m'intéresse. Première chose, j'ai un null pointeur exception sur si jamais je passe une clé nulle, parce que ça, j'en veux pas. Ok, je regarde le nœud sur lequel je suis, l'index sur lequel je suis, l'index qui se trouve à droite. Et puis là, je suis dans des boucles for qui sont des boucles infinies. J'ai deux boucles infinies l'une dans l'autre. Ok. Si jamais l'index qui se trouve à droite est différent de nul, donc là j'ai un traitement qu'on va voir sur le slide suivant. Si l'index qui se trouve à droite est nul, ça veut dire qu'il faut que je descende. Donc je descends, je regarde le champ down. S'il est non nul, je vais regarder ce qui est à droite. Et puis s'il est nul, ça veut dire que je suis sur un nœud, donc je vais aller chercher le nœud qui se trouve ici. Ça, c'est la partie facile. Dans le findPredecessor, à la fin, j'ai le code qui me dit « Ah bah ça y est, j'ai trouvé le nœud sur lequel je suis ». Si jamais la clé est plus petite que machin, alors je sais qu'il faut que je continue, qu'il faut que j'explore les choses à droite. Donc ça veut dire que je ne suis pas encore arrivé à l'endroit où il faut que je descende. Et puis si je regarde le code qui est là, donc là j'ai trouvé le bon nœud, je regarde si la valeur que je suis en train de considérer, elle est nulle ou pas. Si elle est nulle, ça veut dire qu'un autre thread est en train d'effacer le nœud que je suis en train de regarder. Et comme je suis en concurrence d'accès et que je veux que les choses se fassent vite,
qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais l'aider. Je vais moi-même essayer de retirer le nœud sur lequel je suis. Donc je vais prendre la méthode unlink qui est là, je ne vous montre pas le code, cette méthode unlink, elle prend le pointeur de gauche et elle essaie de le mettre à droite. Sauf que je le fais en concurrence d'accès, donc il se peut que j'échoue. Il se peut que le gars qui est en train d'effacer le truc, c'est lui qui a gagné au niveau du casing. Bon, bah c'est pas grave, s'il a gagné, je recommence mon processus du début. Ah, pas terrible, mais bon, j'ai pas vraiment le choix. Et puis si c'est moi qui gagne, bah c'est lui qui va perdre, et donc c'est lui qui va reprendre du début. Bien fait pour lui. Le put, il marche exactement de la même façon. Find prédécesseur, donc il appelle la méthode que je viens de vous voir. Et puis là, j'ai une espèce de code, si je m'imagine pas que je suis en concurrence d'accès, qui est absolument incompréhensible. Je regarde le champ next. Alors le champ n qui est ici, qui est tout à fait en haut, c'est en fait le champ next. Donc je relis le champ next à nouveau. S'il a changé, c'est que quelqu'un a effacé le nœud que j'étais en train de regarder. Donc je recommence du début. Je regarde la valeur. Si la valeur est nulle, c'est que quelqu'un est en train d'effacer le nœud que je suis en train de regarder. Donc j'essaie de l'aider. Si j'y arrive pas, ou que j'y arrive même d'ailleurs, peu importe, je reprends du début. Si le champ next n'a pas bougé, si la valeur est nulle, ça veut dire que B a été effacé également. Donc je reprends du début encore, c'est encore un truc là. Et puis sinon, si enfin j'arrive à une valeur qui n'a pas été effacée, à ce moment-là, je regarde la clé. Est-ce que je suis allé assez loin ou pas? Si je suis pas assez loin, je continue. Si je suis trop loin, je vais tomber dans le code précédent et descendre d'un cran. Donc vous voyez que cette... oui, c'est pas terminé, excusez-moi. Une fois que je suis sur le bon nœud, j'ai toujours ce put if absent machin qu'il faut que je gère. Donc j'ai trouvé la bonne clé, j'ai trouvé la bonne valeur. Ok, je vais essayer de changer la valeur. Toujours pareil avec du casing. Donc si jamais quelqu'un est aussi en train de changer la valeur, ben, il se peut que je gagne pas. Mais dans ce cas, c'est pas grave, je vais quand même retourner la valeur et puis je m'arrête. Sinon, ben, ça veut dire que j'ai perdu la course, donc je recommence du début. Et puis à la fin, quand je me rends compte qu'il faut que j'ajoute une valeur, donc je crée un nouveau nœud. Je vais essayer de mettre ce nouveau nœud sur le champ next du nœud sur lequel je suis. Si jamais ça ne marche pas, ça veut dire que quelqu'un a essayé de le faire à ma place. Donc il faut que je recommence du début. Et puis là, le level, random level, c'est quelque chose qui va me permettre, quand j'ai enfin réussi à ajouter mon nœud, parce qu'à un moment ça marche quand même, hein, ce truc-là, ça finit par... Il y a un thread qui finit par gagner, quoi, même si c'est jamais le mien. Il y a un thread qui finit par gagner. À ce moment-là, le random level, c'est la méthode qui me permet de me dire « Ok, j'ai besoin de créer des index au-dessus de ma tête. » Parce que ces index, ils sont créés de façon aléatoire pour garantir le log de n. Donc j'ai deux implémentations dans cette hiérarchie concurrente map qui sont vraiment très différentes l'une de l'autre. Une implémentation qui est construite sur l'étape de hachage concurrente, à proprement parler, qui est la concurrente hmap. La concurrente hmap, elle marche bien si j'ai plutôt beaucoup de valeurs et une concurrence d'accès qui n'est pas trop élevée, grosso modo. Et puis la concurrente skip-list-map, qui de toute façon va toujours s'en sortir, quel que soit le contexte dans lequel je suis. Si j'ai peu de concurrence d'accès, c'est génial, parce qu'il n'y a rien qui bouge, j'accède à mes données en log de n. Et si j'ai une forte concurrence d'accès, bah ça va forcément un peu ramer, parce que les threads vont passer leur temps à se marcher sur les pieds, mais ça va quand même fonctionner. La skip-list-map, à aucun moment j'ai besoin de faire de rehash dedans. Ça, c'est pas mal. Alors que la concurrente hmap, si jamais je dépasse la taille maximale de chaque segment, je vais avoir une étape de rehash qui va s'être déclenchée et qui va éventuellement être coûteuse parce que non seulement je vais rehasher le premier segment, enfin, il y a un segment qui va se rehasher, mais étant donné que les données sont bien réparties avec cette fonction de hachage que je vous ai présentée tout à l'heure, s'il y a un segment qui est en cours de rehash, vous pouvez être sûr qu'il y en a que les 15 autres ou que les 31 autres vont être rehashés dans un futur très très proche. Je vous remercie d'avoir été attentif pour cette première partie. Je vous propose d'aller prendre un café, voilà, parce que c'est le moment, il me semble. Dans la deuxième partie, on va beaucoup parler de l'API collection Java 8, MapReduce, l'introduction des lambdas et les nouveaux patterns. On va écrire du code qui ressemble absolument pas